Après le décès de ma grand-mère, ma famille s'est partagé ses affaires, et on m'a dit de ne pas me présenter à la lecture du testament, car il n'y avait rien pour moi. Plus tard, l'avocat a révélé que j'étais la seule personne mentionnée dans le testament. Grandir en tant qu'enfant du fils cadet de grand-mère Éléanore, Robert, n'a pas toujours été facile. Mais, mon père a veillé à ce que j'aie une enfance heureuse. Il était le rebelle de la famille, celui qui avait choisi de devenir professeur au lycée, plutôt que de rejoindre la société d'investissement familiale. Ma mère, Samantha, était infirmière, et ils m'ont élevé avec des valeurs, profondément centrées sur l'aide aux autres, plutôt que sur l'accumulation de richesses. Chaque dimanche, nous allions visiter la grande maison victorienne de grand-mère Éléanore, située dans le quartier historique de Boston. C'était une magnifique relique, qui appartenait à notre famille depuis des générations. Quand j'ai eu 12 ans, tout a basculé. Mon père est mort subitement d'une rupture d'anévrisme, et ma mère a eu beaucoup de mal à faire face, tant sur le plan émotionnel que financier. Grand-mère Éléanore est intervenue sans la moindre hésitation. Amanda vivra avec moi une partie de la semaine, a-t-elle annoncé à la famille, n'acceptant aucune contradiction. Pendant les 6 années qui ont suivi, j'ai partagé mon temps entre le modeste appartement de ma mère, et la vaste demeure de ma grand-mère. Pendant que ma mère enchaînait les doubles journées de travail pour nous maintenir à flot, grand-mère est devenue mon second parent. Tu es comme moi, Amanda, me disait-elle souvent, alors que nous étions assises dans son jardin. Tu vois les gens pour ce qu'ils sont réellement, et non pour ce qu'ils peuvent apporter. Ces mots m'ont façonné, bien plus qu'elle ne l'a jamais su. Grand-mère Éléanore n'était pas la veuve fortunée typique. Elle portait des vêtements simples, faisait du bénévolat dans des soupes populaires, et faisait discrètement des dons aux causes auxquelles elle croyait. Sa grande maison était son seul caprice, un foyer rempli de souvenirs, plutôt qu'une vitrine de sa richesse. Mon oncle Philippe et ma tante Judith n'ont jamais compris ses choix. Ils vivaient dans des manoirs modernes en banlieue, conduisaient des voitures de luxe, et faisaient constamment pression sur grand-mère, pour qu'elle vive à la hauteur de son statut social. Quand j'ai décidé de suivre les traces de ma mère, et de devenir infirmière, en choisissant spécifiquement les soins palliatifs, ma famille élargie est restée perplexe. L'oncle Philippe m'a coincé lors du dîner de Thanksgiving, alors que j'avais 21 ans. Tu pourrais travailler pour l'entreprise familiale, Amanda. Pourquoi perdre ton temps dans une carrière avec un plafond aussi bas? Il faisait tourner son bourbon hors de prix dans son verre, tout en me regardant de haut. Ta grand-mère pourrait passer un seul coup de fil, et t'assurer un avenir confortable pour le reste de ta vie. J'ai simplement souri, et répondu, je veux gagner ma vie par moi-même, oncle Philippe. Mes cousins, Rachel et Nathan, tous deux issus de prestigieuses écoles de commerce et travaillant pour leur père, trouvaient mon choix totalement incompréhensible. Ils avaient grandi en s'attendant à ce que l'héritage, et les relations familiales, pavent leur chemin. Un jour, Rachel m'a demandé, avec un sérieux troublant, mais, tu n'as pas envie d'être riche? Le simple concept que je puisse accorder de la valeur à autre chose qu'à l'argent, leur était totalement étranger. À mesure que grand-mère avançait dans la 80aine, sa santé a commencé à décliner. J'ai commencé à lui rendre visite 2 fois par semaine, lui apportant ses courses, l'aidant avec ses médicaments, ou souvent, juste pour m'asseoir avec elle. Nous cuisinions ensemble, en utilisant ses vieilles recettes, celles-là même qu'elle m'avait apprises quand j'étais enfant. Ces biscuits aux épices étaient légendaires dans la famille, mais j'étais la seule à savoir que l'ingrédient secret était une petite pincée de poivre noir. Tu as encore de la farine sur le nez, riait-elle, en tendant le bras avec un mouchoir, même si son corps s'affaiblissait. Son esprit, lui, restait vif, et son sens de la répartie toujours aussi rapide. Pendant ses visites, elle me racontait des histoires sur notre passé familial, des récits que personne d'autre ne semblait intéressé d'entendre. Comment sa propre grand-mère avait été l'une des premières femmes médecins du Massachusetts. Comment la fortune familiale provenait, à l'origine, de l'invention par son grand-père d'une machine textile spécialisée. Des histoires de lutte, de persévérance, et parfois d'échecs, qui humanisaient notre famille, bien au-delà de la façade lisse et parfaite, présentée lors des repas de fête. Souviens-toi de ça, Amanda, m'a-t-elle dit au cours d'un de ces après-midi. La richesse ne rend pas une personne méritante. La façon dont on traite les autres, surtout quand on pense n'avoir rien à y gagner, c'est ça, la véritable mesure du caractère. Pendant ce temps, alors que les problèmes de santé de grand-mère devenaient plus prononcés, le reste de la famille ne lui rendait visite que de façon très sporadique. L'oncle Philippe passait 1 fois par mois, passant plus de temps à examiner l'état de la maison, qu'à créer du lien avec sa mère.
La tante Judith apportait des cadeaux coûteux, dont grand-mère n'avait aucune utilité, pour ensuite repartir au bout d'une heure, montre en main. Mes cousins ne venaient presque jamais, à moins qu'il n'y ait un repas de fête au programme. Le mois de décembre précédant son décès, grand-mère m'a remis une petite boîte en bois. C'était à ma mère, a-t-elle dit, en la plaçant dans mes mains. À l'intérieur, se trouvait un simple collier de perles. Rien de clinquant, ni de particulièrement précieux. Il est magnifique, ai-je murmuré, sincèrement touché. Je veux que tu l'aies dès maintenant, a-t-elle insisté. Les autres ne verraient que des perles, mais toi, tu comprendras que leur vraie valeur vient de la personne qui les a portées. J'ignorais totalement, à cet instant, que ce petit cadeau serait plus tard retenu contre moi. La dernière conversation que j'ai eue avec grand-mère, juste une semaine avant sa mort, résonne encore dans mon esprit. Elle passait une bonne journée, assise bien droite dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre. Au moment où je m'apprêtais à partir, elle a pris ma main avec une force surprenante. « Amanda, je vous observe tous depuis des années », a-t-elle déclaré, ses yeux bleus clairs et directs. « Je veux que tu saches que je vois tout, et que très bientôt, je vais remettre les choses en ordre. » J'ai supposé qu'elle parlait de trouver la paix avant de s'en aller. Je n'avais aucune idée qu'elle planifiait quelque chose, qui allait changer nos vies à tous, pour toujours. La première véritable fracture dans notre famille, s'était produite 3 ans plus tôt, quand grand-mère avait 85 ans. L'oncle Philippe avait convoqué une réunion de famille chez elle, prétendument pour discuter de ses soins. À mon arrivée, j'ai trouvé non seulement la famille, mais aussi une agente immobilière, qui attendait dans le salon. Nous avons discuté de la vente de la maison du lac, a annoncé l'oncle Philippe, faisant référence à la propriété de vacances de notre famille, dans le New Hampshire. Grand-mère y avait passé chaque été depuis son enfance. Elle reste vide la majeure partie de l'année, et les coûts d'entretien sont tout simplement ridicules. J'ai jeté un coup d'œil à grand-mère. Son expression était soigneusement neutre, mais je la connaissais assez bien pour remarquer la tension autour de sa bouche. Grand-mère a-t-elle donné son accord pour cela, ai-je demandé. L'oncle Philippe a balayé ma question d'un geste dédaigneux de la main. Mère comprend que c'est le choix le plus pratique. À son âge, elle ne peut de toute façon plus en profiter. En fait, suis-je intervenu, nous parlions justement la semaine dernière, du fait qu'elle souhaitait y passer quelques semaines cet été. La pièce est soudainement devenue silencieuse. Tante Judith s'est raclé la gorge. Amanda, ma chérie, tu as sans doute mal compris. Mère connaît ses limites. Grand-mère a finalement pris la parole. J'ai effectivement dit cela à Amanda. Je n'ai aucune intention de vendre ma maison du lac. L'agente immobilière s'est excusée avec gêne, et une fois qu'elle fut partie, l'oncle Philippe s'est retourné contre moi. Tu fais toujours ça, a-t-il aboyé. Tu crois savoir ce qui est le mieux, parce que tu passes plus de temps ici, mais tu ne comprends rien aux considérations financières. Ce que je comprends, ai-je répliqué d'une voix égale, c'est que grand-mère devrait prendre ses propres décisions concernant ses propriétés. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, l'oncle Philippe m'a coincé dans la cuisine. Écoute-moi bien, a-t-il commencé, d'une voix lente et menaçante. Tu penses peut-être que tu es spécial à ses yeux, mais tu joues avec le feu. N'oublie pas qui a bâti la fortune de cette famille, et ce n'était certainement pas ton père. Cette pique sur mon père m'a blessé au plus haut point. Mais, je n'ai pas flanché. Il ne s'agit pas d'argent, oncle Philippe. Il s'agit de respecter les volontés de grand-mère. À partir de ce jour, l'oncle Philippe a entamé ce que je ne peux décrire que comme une véritable campagne de dénigrement contre moi. Cela a commencé subtilement. Des commentaires glissés aux autres membres de la famille, suggérant que je manipulais grand-mère, des insinuations affirmant que je me positionnais pour obtenir un traitement de faveur dans le testament. À Noël de cette année-là, il était clair qu'une grande partie de la famille élargie s'était liguée contre moi. Lors du dîner de fête, la tante Judith m'a accidentellement exclu de la photo de famille. Ma cousine Rachel a fait des commentaires très ciblés sur les chasseurs de fortune, tout en me regardant fixement. Même la sœur de ma mère, tante Grace, qui avait toujours été gentille avec moi, s'est montrée remarquablement distante. Après le dîner, j'ai surpris l'oncle Philippe en train de parler à mon cousin Nathan. Nous devons protéger Eleanor de l'influence d'Amanda. Elle l'amène par le bout du nez, et qui sait ce qu'elle est en train de la convaincre de faire, avec le patrimoine. J'ai essayé d'aborder ses soupçons directement. J'ai envoyé des emails à mes oncles et tantes,
leur expliquant que je n'avais aucun intérêt pour l'argent de grand-mère, que je voulais simplement que ces dernières années soient confortables, et vécues selon ses propres termes. Les réponses ont été, au mieux, tièdes. Tante Judith a répondu par un laconique « Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour mère ». Tandis que les autres n'ont tout simplement pas répondu. À Pâques suivant, la famille a organisé un rassemblement chez l'oncle Philippe. Je n'y étais pas invité, mais j'en ai eu connaissance via les réseaux sociaux, quand Rachel a publié des photos. Sur une image, grand-mère était assise dans un coin, l'air fragile et confuse. Je l'ai appelée le soir même. « As-tu apprécié la fête de Pâques » ai-je demandé avec précaution. « C'était bien » a-t-elle répondu, avant de baisser la voix. « Mais, ils n'ont pas servi les œufs farcis comme je les aime. Et la maison de Philippe est toujours beaucoup trop froide. J'aurais aimé être là » ai-je glissé. Il y a eu un blanc. « Tu n'étais pas invité » La surprise sincère, palpable dans sa voix, a confirmé mes soupçons. On ne lui avait pas dit que j'avais été exclu. Alors que la santé de grand-mère déclinait plus rapidement, la famille a commencé à restreindre activement mon accès à elle. Tante Judith a instauré un calendrier de visite, ne m'accordant que 2 heures le dimanche après-midi, prétextant que c'était pour éviter d'épuiser mère. Quand j'arrivais pour ces visites, je trouvais souvent un cousin ou une tante, qui avait subitement décidé de passer au même moment, rendant toute conversation privée strictement impossible. En réponse, j'ai trouvé des moyens créatifs de maintenir notre lien. J'apportais le déjeuner pour le partager avec elle, pendant mes jours de repos du centre de soins. L'aide à domicile, Maria, qui se souciait véritablement de grand-mère, m'appelait parfois directement en secret, quand elle pensait que grand-mère avait besoin de compagnie, ou passait une particulièrement bonne journée. Le dernier Noël avant sa mort, je n'ai pas été convié du tout à la réunion de famille. J'ai reçu un simple SMS de la tante Judith. Nous faisons les fêtes en petit comité cette année. Mère a besoin de repos. Plus tard, j'ai découvert grâce à Maria, que ce petit comité incluait absolument tout le monde, sauf moi. Alors, la veille de Noël, j'ai déposé un paquet à Maria. Il contenait les biscuits aux épices préférés de grand-mère, ceux que nous avions l'habitude de cuisiner ensemble, un châle doux en cachemire dans son bleu favori, et un album photo que j'avais créé, rempli d'images de sa maison du lac à travers les décennies. Quand grand-mère est décédée en avril, je n'ai pas appris la nouvelle directement par ma famille. C'est Maria, qui m'a appelé en larmes depuis la maison de grand-mère. Le temps que j'arrive sur place, l'oncle Philippe et la tante Judith étaient déjà là, discutant avec le directeur des pompes funèbres au sujet des préparatifs. « Oh, Amanda » a lâché tante Judith avec une douceur artificielle, en m'apercevant. Nous allions t'appeler, bien sûr. Les funérailles furent un défilé de politique familiale. On m'a placé au 3e rang, derrière des membres éloignés de la famille, qui avaient dû voir grand-mère 2 fois au cours de la dernière décennie. On ne m'a pas demandé de prendre la parole, bien que j'ai passé plus de temps avec elle que quiconque, au cours de ces dernières années. L'oncle Philippe a prononcé un éloge funèbre, qui se concentrait largement sur le sens des affaires du défunt mari de grand-mère, et sur l'héritage financier qu'il avait laissé. Tout au long de la cérémonie, je n'arrêtais pas de penser à ce que grand-mère m'avait dit, sur le fait de remettre les choses en ordre. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots s'avéreraient prophétiques. 2 semaines après l'enterrement, je préparais le dîner dans mon petit appartement, quand mon téléphone a vibré pour signaler un message texte. C'était de ma cousine Rachel, clairement envoyé à un groupe par erreur. Lecture demain au bureau de Harrison. 14h. Maman dit de ne rien dire à Amanda. J'ai fixé le message, l'estomac noué. Une seconde plus tard, un autre message a suivi. Désolé, mauvaise discussion. Ignore ça, s'il te plaît. Je me suis assise à la table de ma cuisine, un froid glacial m'envahissant. Alors, c'était comme ça que les choses allaient se passer. Il n'allait même pas me prévenir pour la lecture du testament. Quel que soit l'héritage que grand-mère m'avait laissé, il prévoyait manifestement de me garder dans l'ignorance totale. J'ai débattu toute la nuit, sur ce que je devais faire. Une part de moi voulait respecter leurs souhaits, et s'élever au-dessus de cette mesquinerie. Je ne m'étais jamais soucié de l'argent de grand-mère. Notre relation était basée sur l'amour, pas sur une succession. Mais, une autre part de moi, beaucoup plus forte, sentait que grand-mère aurait voulu que je sois là. Au minimum, je méritais d'entendre ses dernières volontés, même si elle ne m'avait rien laissé. Au matin, ma décision était prise. J'ai appelé mon travail pour prendre ma journée,
chose que je ne faisais presque jamais. J'ai soigneusement choisi ma tenue, une robe bleu marine toute simple que grand-mère m'avait toujours complimentée, professionnelle mais pas ostentatoire. Je voulais avoir l'air respectueuse, pas comme quelqu'un de désespéré par l'argent. Pendant que je conduisais jusqu'au cabinet d'avocat dans le centre de Boston, mes mains tremblaient sur le volant. J'ai répété ce que je pourrais dire, comment je gérerais la confrontation inévitable. Sur le parking, je suis resté assise plusieurs minutes, rassemblant mon courage. Défends-toi, Amanda. Je pouvais presque entendre grand-mère me dire, tu as ta place, partout où je voulais que tu sois. Le cabinet d'avocats de Harrison et Associés occupait le dernier étage d'un vieil immeuble distingué. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je les ai vus immédiatement. L'oncle Philippe et la tante Judith, mes cousins Rachel et Nathan, la tante Grace et son mari Tom, et même le lointain cousin Lewis, qui avait à peine adressé la parole à grand-mère depuis 10 ans. Ils étaient regroupés dans la salle d'attente, parlant à voix basse. Tante Judith m'a vu la première. Son visage s'est figé au milieu d'une phrase, puis s'est rapidement reconfiguré en un masque de désapprobation totale. Amanda, a-t-elle dit d'une voix forte, poussant tout le monde à se retourner. Que fais-tu ici? J'ai légèrement levé le menton. Je suis ici pour la lecture du testament de grand-mère. L'oncle Philippe s'est avancé, se plaçant physiquement entre moi et le reste du groupe. Tu n'as pas été invité. C'est uniquement pour la famille. Je suis de la famille, ai-je répondu simplement. Tu sais très bien ce qu'il veut dire, est intervenue Rachel. La famille qui a respecté les souhaits de grand-mère, au lieu d'essayer de l'influencer. Avant que je ne puisse répondre, une porte s'est ouverte, et un homme âgé, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, est apparu. Sommes-nous tous réunis pour la succession d'Eleanor Miller, a-t-il demandé, avant de remarquer la tension ambiante. Y a-t-il un problème? Tante Judith s'est avancée, arborant son sourire le plus charmant. Monsieur Harrison, il semble y avoir un malentendu. Amanda ne devait pas être incluse dans la lecture d'aujourd'hui. Monsieur Harrison a eu l'air confus. Mademoiselle Amanda Miller, la petite fille d'Eleanor? Oui, c'est moi, ai-je confirmé. Il a consulté son porte-bloc. Alors, vous devez absolument être présente. Je vous en prie, tout le monde, entrez. La salle de conférence était élégante mais sans ostentation, dotée d'une longue table en acajou, et de confortables fauteuils en cuir. J'ai pris place près de la porte, sentant chaque regard braqué sur moi. Les murmures étaient à peine dissimulés. Elle a dû le découvrir d'une manière ou d'une autre. Philippe va être furieux, après tout ce qu'elle a fait avec la maison du lac. Monsieur Harrison s'est raclé la gorge, ramenant le silence dans la pièce. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'étais l'ami d'Eleanor, en plus d'être son avocat, depuis plus de 30 ans. Elle a été extrêmement précise quant à ses volontés, et j'ai la ferme intention de les honorer à la lettre. Il a commencé à tendre la main vers un dossier, mais tante Judith l'a interrompu. Monsieur Harrison, je sens qu'il est de mon devoir d'expliquer la situation avec Amanda. Elle n'était pas invitée aujourd'hui, car nous avons déjà discuté de la répartition de la plupart des biens. Nous ne voulions pas vous faire perdre votre temps. J'ai senti mon visage s'empourprer, alors que tout le monde se tournait à nouveau vers moi. Nous avons déjà tout divisé, a annoncé ma tante avec un ton définitif. Tu n'as pas été invité, et ce n'est pas sans raison. Monsieur Harrison a froncé les sourcils, l'air véritablement perplexe. Je crains qu'il n'y ait un très grave malentendu, Madame Carter. Absolument rien n'aurait dû être distribué à ce stade. Il m'a regardé directement. Et, quant au fait que mademoiselle Amanda Miller n'ait pas été invitée. Il a ouvert le dossier devant lui, et a ajusté ses lunettes. Point cela serait hautement irrégulier, compte tenu du contenu même de ce testament. Que voulez-vous dire, a exigé l'oncle Philippe. Monsieur Harrison a levé les yeux, son expression professionnellement neutre, mais avec quelque chose qui ressemblait fort à de la satisfaction dans le regard. Je veux dire que son nom est le seul qui figure dans le testament. La pièce est devenue mortellement silencieuse. J'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré, nous laissant dans un vide où personne n'osait plus respirer. C'est impossible, a fini par bafouiller l'oncle Philippe. Il doit y avoir une erreur. Je vous assure qu'il n'y en a aucune, a répondu monsieur Harrison, d'un ton qui indiquait clairement qu'il n'était pas un homme à faire des erreurs. Peut-être serait-il préférable que je lise simplement le testament, tel qu'Eleanor l'a conçu.
Monsieur Harrison a mis ses lunettes de lecture, et a commencé d'une voix claire et assurée. Moi, Eleanor Catherine Miller, saine de corps et d'esprit, déclare par la présente qu'il s'agit de mon dernier testament, révoquant tout testament et codicile antérieur. Le jargon juridique officiel s'est poursuivi pendant un moment, avant qu'il n'atteigne la section cruciale. Après une observation et une réflexion minutieuse concernant ma famille, au cours de ces dernières années, j'ai pris une décision quant à la répartition de mon patrimoine. Par la présente, je lègue tous mes biens, tant immobiliers que personnels, incluant, mais sans illimité. Ma résidence principale située au 47 Bacon Hill Avenue, ma propriété de vacances au lac Winnipesaukee, tous mes comptes financiers, investissements, effets personnels, et héritages familiaux, à ma petite fille, Amanda Rose Miller. Il y a eu un hoquet de stupeur collectif. Rachel a lâché son verre d'eau, qui est allé se fracasser sur le parquet en bois massif. Personne n'a bougé pour le nettoyer. Ce n'est pas légal, s'est exclamé l'oncle Philippe, son visage virant à une teinte rouge alarmante. Monsieur Harrison a continué la lecture, comme s'il n'avait pas été interrompu. J'ai joint une lettre personnelle expliquant mes décisions, que Monsieur Harrison remettra à Amanda en privé. Cependant, je tiens à préciser que cette décision a été prise en toute conscience, et avec la plus grande considération. Il a levé les yeux du document. Il y a autre chose, mais nous devrions peut-être aborder les préoccupations immédiates d'abord. Tante Judith pleurait maintenant, son mascara coulant le long de ses joues. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Les rendez-vous chez le médecin, les dîners de famille, le maintien de son statut social alors qu'elle s'obstinait à fréquenter ces gens des associations caritatives. Nathan s'est penché en avant. Nous allons contester. Elle n'était clairement pas saine d'esprit. Monsieur Harrison a légèrement secoué la tête. Je vous déconseille vivement cette ligne d'action. Eleanor avait anticipé cette réaction exacte, et a pris des mesures considérables pour documenter sa compétence mentale. Elle a subi une évaluation cognitive complète, par 3 neurologues différents dans les mois précédant son décès. Qui l'ont tous certifiée comme étant pleinement apte à prendre ses décisions. Alors que la réalité frappait de plein fouet, je me suis souvenu des mots de grand-mère, je vous observe tous depuis des années. Elle ne faisait pas la conversation pour rien. Elle nous testait, observant comment nous nous comportions, quand nous pensions n'avoir rien à y gagner. Monsieur Harrison a glissé la main dans sa mallette, et en a sorti une enveloppe scellée. Amanda, votre grand-mère m'a demandé de vous remettre cette lettre en privé, mais vu les circonstances actuelles, vous souhaiterez peut-être en partager certaines parties avec la famille. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe, et j'ai commencé à lire silencieusement. Ma très chère Amanda, si tu lis ceci, c'est que je suis passé à la suite, peu importe ce que c'est, et que tu viens de découvrir que tu es mon unique héritière. J'imagine que la famille ne le prend pas très bien. Depuis des années, j'observe la façon dont chacun s'est comporté avec moi. Philippe ne venait me voir que lorsqu'il voulait discuter de la rationalisation de mes actifs. Judith venait avec des cadeaux hors de prix, mais ne restait jamais assez longtemps pour avoir une vraie conversation. Les petits-enfants, à l'exception de toi, n'appelaient que pour les anniversaires et les fêtes. Mais toi, Amanda, tu venais parce que tu voulais être avec moi. Tu as écouté mes histoires, cuisiné mes recettes, et tu m'as traité comme une personne, et non comme un compte bancaire en attente d'être débloqué. J'ai mené un test ces dernières années. J'ai délibérément mentionné des objets de valeur devant différents membres de la famille, pour voir comment ils réagiraient. J'ai observé qui me demandait des nouvelles de ma santé, et qui me demandait des nouvelles de mon portefeuille boursier. J'ai remarqué qui aidait par affection, et qui aidait par devoir. Tu as été la seule à ne jamais échouer au test. Avec tout mon amour et ma confiance absolue en toi, grand-mère Eleanor. J'ai levé les yeux de la lettre, les larmes coulant sur mon visage, pour découvrir que la pièce avait sombré dans le chaos. L'oncle Philippe était au téléphone, appelant probablement son propre avocat. La tante Judith invectivait Monsieur Harrison à propos d'abus de faiblesse. Rachel sanglotait de façon dramatique, tandis que Nathan fixait le mur d'un regard vide. Il y a autre chose que vous devriez tous savoir, a lancé Monsieur Harrison d'une voix forte, coupant court au vacarme. Eleanor a tout documenté. Elle a tenu des registres méticuleux des visites, des conversations, et des comportements. Elle a fait installer un système de sécurité chez elle il y a 2 ans. Qui traçait les allées et venues. Elle a sauvegardé les SMS et les emails. Elle a même enregistré certaines conversations, ce qui est parfaitement légal dans le Massachusetts,
tant qu'une des parties est consentante. Il a ouvert un autre dossier. De plus, Eleanor savait très bien que des objets avaient déjà été retirés de sa maison sans sa permission. Elle a tenu à jour un inventaire complet, avec des photographies de l'intégralité de ses possessions. C'est ridicule, a ricané tante Judith, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Monsieur Harrison a haussé un sourcil. Alors, peut-être pourrez-vous expliquer pourquoi la lampe Tiffany de son bureau se trouve actuellement dans votre salon. Ou pourquoi le bracelet tennis en diamant d'Eleanor a été porté par Rachel lors d'un gala de charité le mois dernier. Ou pourquoi des tableaux provenant de la maison du lac ont été photographiés dans le bureau de Philippe. Ils sont devenus blancs comme des draps. Le testament inclut une condition stricte, a poursuivi monsieur Harrison. Tout objet retiré des propriétés d'Eleanor doit être restitué sous 30 jours. Tout manquement à cette règle entraînera des poursuites judiciaires immédiates. L'oncle Philippe a finalement explosé. C'est de ta faute, m'a-t-il hurlé, en pointant un doigt tremblant dans ma direction. Tu as manipulé une vieille femme confuse. Tu l'as montée contre sa propre famille. J'ai repensé à tous ces dimanches après-midi, passés avec grand-mère, à parler de livres, d'oiseaux, et d'histoires familiales. J'ai repensé aux innombrables fois où je l'avais conduite à ses rendez-vous médicaux, quand personne d'autre ne voulait prendre un jour de congé. J'ai pensé à la joie simple sur son visage, quand je lui apportais sa glace préférée, juste parce que c'était mardi. Non, oncle Philippe, ai-je dit doucement. Grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours su. Les quelques semaines qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. J'ai quitté le bureau de monsieur Harrison ce jour-là, la lettre de grand-mère serrée contre ma poitrine, avec les menaces de ma famille résonnant encore à mes oreilles. Les derniers mots de l'oncle Philippe à mon égard ont été « ce n'est pas terminé ». Loin de là. Il ne mentait pas. Dès le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner avant l'aube. D'abord tante Judith, puis ma cousine Rachel, puis des parents que je connaissais à peine, tous exigeant des explications, lançant des accusations, ou tentant de négocier pour récupérer des objets auxquels ils s'estimaient avoir droit. J'ai cessé de répondre aux numéros inconnus, mais les messages vocaux se sont accumulés. Amanda, c'est ta tante Judith. J'attends de toi que tu fasses ce qui est juste dans cette histoire. Ta grand-mère n'avait plus toute sa tête, nous le savons tous. Rappelle-moi immédiatement. Et, c'est Nathan. Écoute, je sais qu'on n'a jamais été très proches, mais cette ménagère en argent m'avait été promise il y a des années. Je peux t'envoyer l'email où grand-mère en parlait. Amanda, c'est l'oncle Philippe. Mon avocat va te contacter. Ce que tu as fait est abject, et ça ne tiendra jamais devant un tribunal. À la fin de la semaine, le harcèlement s'était déplacé en ligne. Rachel a publié une attaque à peine voilée sur les réseaux sociaux. Incroyable comment certaines personnes peuvent faire semblant de se soucier de leur famille, juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Le vrai visage des gens finit toujours par se révéler. Des parents éloignés, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'envoyaient soudainement des messages, soit pour me condamner, soit pour tenter d'établir un contact amical, maintenant que j'avais hérité d'une petite fortune. J'ai changé de numéro de téléphone, et j'ai verrouillé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Mais, le stress avait un impact physique dévastateur sur moi. Je ne dormais plus, j'avais des maux de tête constants, et ma supérieure au centre de soins a remarqué que je faisais de petites erreurs, que je n'aurais jamais commises auparavant. Amanda, est-ce que tout va bien, m'a-t-elle demandé, après que j'ai oublié de documenter un changement de médication. Ça ne te ressemble pas, j'ai craqué, et je lui ai tout raconté. Elle a immédiatement insisté pour que je prenne une semaine de congé personnel. Tes patients ont besoin que tu sois au meilleur de ta forme, m'a-t-elle dit avec bienveillance. Prends le temps de mettre tes affaires juridiques en ordre. Pendant cette semaine de congé, je me suis enfin rendu à la maison de grand-mère. Ma maison, désormais, selon le testament. J'ai utilisé la clé que j'avais depuis des années, et j'ai marché à travers les pièces silencieuses et vides, qui sentaient encore légèrement son parfum. Mais, quelque chose n'allait pas. La maison semblait creuse, avec des espaces vides évidents, sur les murs et les étagères. En passant de pièce en pièce, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ce qui s'était passé. La vieille horloge ancienne, qui s'était toujours tenue dans le couloir, avait disparu. La collection de figurines en cristal, que grand-mère chérissait, manquait de plusieurs pièces. Sa boîte à bijoux, dans la chambre,
étaient presque entièrement vides. Ils avaient déjà pris tellement de choses. Et pas seulement des objets de valeur, mais des choses d'une valeur purement sentimentale. Le plaid tricoté à la main, que la mère de grand-mère avait fabriqué. La collection de cuillères souvenirs, de ses voyages avec grand-père. Même le livre de recettes usées, où elle avait griffonné des notes au crayon dans les marges. Je me suis effondré sur son lit, dépouillé maintenant de la couette faite main qui aurait dû s'y trouver, et j'ai sangloté jusqu'à ne plus avoir de larmes. Ce n'était pas une question de valeur marchande. C'était l'effacement de sa présence, le vol des souvenirs que j'avais espéré garder près de moi. Tout au fond de son placard, j'ai découvert un petit coffre-fort dont j'ignorais l'existence. Après avoir essayé plusieurs combinaisons qui auraient pu avoir un sens pour elle, j'ai finalement utilisé sa date d'anniversaire, et il s'est ouvert. À l'intérieur, se trouvait un journal intime relié en cuir, plusieurs clés USB, et un mot écrit de sa main, pour Amanda, à utiliser si nécessaire. Le journal détaillait absolument tout, chaque visite, chaque conversation, chaque objet emprunté et jamais rendu. Elle avait documenté le comportement de la famille pendant des années, créant un registre qu'il serait impossible de contester. Les clés USB contenaient des copies de sauvegarde de May, des photographies de ses possessions, et même des enregistrements audio. Une entrée du journal, datant de 6 mois avant sa mort, m'a particulièrement marqué. Philippe m'a rendu visite aujourd'hui. Il a passé 10 minutes à s'enquérir de ma santé, puis 1 heure à essayer de me convaincre de rationaliser mon patrimoine, en vendant la propriété du lac. Face à mon refus, il s'est montré très irrité, affirmant que j'étais irrationnel vis-à-vis d'un actif qui se dépréciait. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai fait évaluer la propriété le mois dernier. Elle vaut presque le double de ce qu'elle valait quand Harold et moi l'avons achetée. Philippe n'a jamais su faire la différence entre le prix et la valeur. Une autre entrée était encore plus révélatrice. Judith a amené Rachel pour une visite informelle aujourd'hui. Pendant que Judith me tenait occupé dans le salon, Rachel a disparu à l'étage pendant près de 20 minutes. Après leur départ, j'ai vérifié ma boîte à bijoux. Comme je m'en doutais. Mon bracelet tennis a disparu. J'ai mis à jour l'inventaire, et pris des photos de l'espace vide. Je me demande si elles ont réalisé qu'il y a des caméras dans le couloir de l'étage. Maintenant, forte de ces preuves accablantes, j'ai recontacté Monsieur Harrison. Je dois contre-attaquer, lui ai-je dit. Ils ont déjà pris tellement de choses. Eleanor se doutait que cela pourrait arriver, a-t-il répondu gravement. Elle a été extrêmement méticuleuse dans ses préparatifs. Je vais vous mettre en contact avec une avocate spécialisée en litige, experte dans les testaments contestés et les vols de succession. L'avocate, Sarah Donovan, était une femme redoutable d'une 50aine d'années, réputée pour être implacable. Elle a examiné la documentation de grand-mère, et a immédiatement commencé à rédiger des lettres de mise en demeure, adressées à toutes les personnes qui avaient emporté des objets de la maison. C'est l'un des dossiers les mieux documentés que j'ai jamais vus, m'a-t-elle assuré. Votre grand-mère était d'une méthode extraordinaire. La riposte juridique n'a fait qu'intensifier la campagne de la famille contre moi. L'oncle Philippe, fidèle à sa parole, a intenté un procès pour contester le testament, invoquant une influence indue, et un manque de capacité testamentaire. Tante Judith s'est mise à appeler mes collègues au centre de soins, insinuant que je négligeais mes patients pour passer mon temps à manipuler ma grand-mère. La directrice du centre m'a convoqué dans son bureau. Amanda, je sais que ces accusations sont totalement infondées, mais cela devient très perturbant. Plusieurs familles ont exprimé des inquiétudes, après avoir reçu des appels de votre tante. Ma réputation professionnelle, que j'avais bâtie grâce à des années de soins dévoués, était systématiquement attaquée. Le stress est devenu si intense, que j'ai développé de l'insomnie et commencé à faire des crises de panique. Mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques, et m'a vivement recommandé de suivre une thérapie. Vos symptômes physiques sont le résultat direct de ce stress continu, m'a-t-elle expliqué. Un tel niveau de conflit familial engendre un véritable traumatisme. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un email d'un journaliste local, me demandant de commenter le litige autour de la succession de la famille Miller, qui divise l'une des plus vieilles familles de Boston. D'une manière ou d'une autre, l'histoire avait fuité dans la presse. Ce soir-là, seul dans mon appartement, les rideaux tirés, j'ai touché le fond. J'ai sérieusement envisagé d'abandonner, de céder l'héritage, juste pour que ce cauchemar prenne fin. J'ai ressorti la lettre de grand-mère,
cherchant du réconfort dans ses mots, quand mon téléphone a sonné. C'était un message d'un numéro inconnu. Amanda, c'est Maria, l'aide-soignante de ta grand-mère. J'ai encore quelques affaires qu'elle voulait te confier. Des choses personnelles que j'ai gardées en sécurité. Pouvons-nous nous voir? Le lendemain, Maria m'a remis une petite boîte. Elle m'a fait promettre de garder ces objets séparés du reste de la maison. Elle m'a dit que tu saurais quoi en faire, quand le moment serait venu, m'a-t-elle confié. À l'intérieur de la boîte, se trouvaient d'autres cartes mémoire, et un petit enregistreur vocal numérique. Quand j'ai inséré la première carte dans mon ordinateur portable, j'ai découvert des dizaines de fichiers vidéo. C'était grand-mère, assise dans son fauteuil préféré, s'adressant directement à la caméra. Dans la première vidéo, datée de près d'un an avant sa mort, elle regardait droit dans l'objectif, avec un regard clair et perçant. Je m'appelle Eleanor Catherine Miller. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, et j'enregistre ceci de mon plein gré, en pleine possession de mes facultés mentales, comme Monsieur Harrison peut l'attester. La caméra a balayé la pièce pour montrer Monsieur Harrison assis non loin, qui a hoché la tête, avant de décliner son identité et la date. Je tiens à expliquer mes décisions concernant mon testament, a poursuivi grand-mère. Pendant des années, j'ai observé le comportement de ma famille. J'ai testé leur caractère, et leur motivation, et j'ai pris mes décisions en conséquence. Elle a ensuite détaillé des incidents spécifiques, des dates, et des observations, qui l'avaient conduite à la décision de tout me léguer. Sa voix était ferme, son raisonnement limpide et précis. Il serait absolument impossible pour quiconque de prétendre qu'elle avait été confuse ou manipulée. Au fil des vidéos que je visionnais, j'ai senti la présence de grand-mère m'envelopper. Elle ne m'avait pas seulement légué ses biens. Elle m'avait légué les moyens de défendre ses dernières volontés. Elle savait exactement ce qui allait se produire, et s'y était minutieusement préparée. Dans la dernière vidéo, enregistrée quelques semaines seulement avant sa mort, elle paraissait plus fragile, mais ses yeux brillaient toujours de détermination. Amanda, si tu regardes ceci, c'est que les choses sont devenues difficiles, comme je m'y attendais. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, sur l'importance de savoir se défendre. Parfois, la gentillesse exige le courage de fixer des limites. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson. Ma chérie. Je t'ai élevé pour être exactement comme moi, et je n'ai jamais laissé personne profiter de moi. Pour la première fois depuis la lecture du Testament, j'ai senti une étincelle de mon ancienne force renaître. Grand-mère m'avait fait confiance, non seulement avec ses biens, mais aussi avec son héritage moral. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah Donovan. J'ai quelque chose que vous devez voir, lui ai-je dit, avant de lui apporter toutes les vidéos et tous les enregistrements. Après les avoir visionnés, elle s'est adossée à son fauteuil, avec le premier sourire véritable que je lui voyais. Cela change absolument tout. Votre grand-mère n'a pas seulement monté un dossier, elle a construit une forteresse inébranlable. Avec ces nouvelles preuves, nous avons élaboré une stratégie globale. D'abord, nous avons déposé un inventaire officiel de tous les objets disparus auprès du tribunal des successions, complété de photographies, et de la documentation indiquant leur emplacement actuel. Ensuite, nous avons envoyé des mises en demeure formelles, exigeant la restitution de chaque objet avec une date butoir stricte. Simultanément, Sarah a déposé une requête pour faire rejeter l'action en justice de l'oncle Philippe, qui contestait le testament, en joignant les vidéos de grand-mère comme pièce à conviction. Aucun juge du Commonwealth ne statuera contre votre grand-mère, après avoir vu ces images, m'a-t-elle assuré. Nous avons également contacté l'équipe juridique du centre de soins palliatifs, en fournissant la preuve que les accusations portées contre moi, faisaient partie d'une campagne de harcèlement ciblé. Ils ont immédiatement émis des mises en demeure à mes proches, menaçant de poursuites judiciaires, si les appels diffamatoires persistaient. Pour renforcer notre dossier, j'ai sollicité plusieurs infirmières et aides-soignantes, qui s'étaient occupées de grand-mère durant ces derniers mois. Elles ont toutes accepté avec joie de fournir des attestations sous serment, concernant la fréquence de mes visites, par rapport au reste de la famille. Vous étiez là au moins 2 fois par semaine, a confirmé l'infirmière Thompson. Parfois, votre oncle laissait passer un mois entier sans se montrer, et quand il venait, il passait toute la visite sur son téléphone. Maria a fourni un calendrier détaillé qu'elle avait tenu, recensant tous les visiteurs. Il montrait que j'avais rendu visite à grand-mère 64 fois au cours de sa dernière année, tandis que l'oncle Philippe y était allé 7 fois, et la tante Judith, 9 fois. Mes cousins n'y étaient allés que pour les jours de fête.
Nous avons également obtenu des relevés financiers, prouvant que l'oncle Philippe avait emprunté des sommes substantielles à grand-mère au fil des ans, sans jamais les rembourser. Sans oublier que la tante Judith avait imputé de nombreuses dépenses personnelles sur les comptes de grand-mère, sous couvert de frais de soins. Armée de cette montagne de preuves, Sarah a suggéré que nous convoquions une réunion de famille dans son bureau. Parfois, abattre toutes ces cartes d'un seul coup permet d'éviter des mois de litiges inutiles, m'a-t-elle expliqué. Le jour de la réunion, je suis arrivé en avance, l'estomac noué, malgré la solidité de notre position. Un à un, ils sont entrés, l'oncle Philippe avec son avocat, un homme à l'air nerveux qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. La tante Judith, qui refusait catégoriquement de croiser mon regard. Les cousins Rachel et Nathan, essayant tous deux d'afficher une expression de profond ennui, qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer leur anxiété. Merci à tous d'être venus, a commencé Sarah une fois tout le monde installé. Nous avons demandé cette réunion, pour résoudre certains problèmes en suspens, concernant la succession d'Eleanor Miller. L'avocat de l'oncle Philippe s'est immédiatement lancé dans une déclaration préparée, évoquant des préoccupations importantes concernant une influence indue, et des questions sur la capacité testamentaire. Sarah l'a laissé terminer avant de répondre. Avant d'aller plus loin, il y a certains éléments que, je crois, tout le monde devrait examiner. Elle a appuyé sur le bouton d'une télécommande, et le grand écran fixé au mur s'est allumé, affichant le visage de grand-mère. Je m'appelle Eleanor Catherine Miller. Sa voix claire a résonné dans la pièce. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, et j'enregistre ceci de mon plein gré. Pendant que la vidéo jouait, j'observais les visages de ma famille. L'oncle Philippe est devenu de plus en plus pâle. La main de la tante Judith a volé vers sa bouche. Rachel s'est mise à pleurer silencieusement. Quand l'écran s'est éteint, Sarah a simplement ajouté « Il existe 17 autres vidéos de ce type, chacune abordant des incidents et des décisions spécifiques. » Eleanor Miller était, sans conteste, la cliente la plus méticuleuse que j'ai jamais rencontrée. Et ce, de façon posthume. Elle a manipulé la télécommande pour afficher un tableau sur l'écran. Voici l'inventaire actuel des objets retirés des propriétés d'Eleanor sans sa permission. À côté de chaque objet figure sa localisation, la documentation de son retrait, et sa valeur approximative à des fins d'assurance. Le total s'élève actuellement à un peu plus de 400 000 €. Le silence dans la pièce était écrasant. Mademoiselle Miller est prête à porter plainte au pénal pour vol, si ces objets ne sont pas restitués sous 7 jours, a poursuivi Sarah, sur un ton très factuel. De plus, nous disposons d'une documentation prouvant une exploitation financière, qui pourrait fort intéresser le bureau du procureur. L'avocat de l'oncle Philippe s'est penché, et a chuchoté de manière urgente à l'oreille de son client. Après un instant, l'oncle Philippe s'est raclé la gorge. Peut-être avons-nous tous agi avec précipitation. Les émotions sont vives après une telle perte. Surtout quand il y a de l'argent en jeu, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter ce détail dans mon esprit. La réunion s'est terminée avec l'avocat de l'oncle Philippe, demandant du temps pour examiner les preuves, et conseiller son client. 2 jours plus tard, il appelait Sarah, pour l'informer qu'il retirait leur plainte contestant le testament. Dans la semaine qui a suivi, des objets ont commencé à apparaître sous le porche de grand-mère, livrés par des sociétés de déménagement, plutôt que rapportés en personne. Les bijoux ont été renvoyés par coursier, chaque pièce soigneusement emballée. Pas un seul petit mot, pas la moindre excuse, mais au moins, ils obtempéraient. Je ne m'attendais pas à entendre parler directement de l'un d'entre eux, j'ai donc été particulièrement surprise lorsque la tante Judith m'a appelé. « Amanda » a-t-elle dit, sa voix dépourvue de sa rudesse habituelle. Nous n'avions pas réalisé à quel point ces dernières années avaient compté pour mère. Vous n'avez jamais posé la question, ai-je répondu simplement. Il y a eu un long silence. Nous pensions que tu profitais d'elle. Nous ne comprenions pas pourquoi elle préférait ta compagnie à ce point. Parce que je la voyais comme une personne, et non comme un bilan comptable. Un autre long blanc. Certains d'entre nous aimeraient te parler, pour s'expliquer. Et peut-être même s'excuser. J'ai pesé ces mots. Je suis prête à écouter. Mais j'ai besoin de temps. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon de grand-mère. Mon salon, dorénavant. Entouré par les objets restitués, qui portaient sa mémoire en eux. Les victoires des dernières semaines semblaient presque vides de sens, à certains égards. J'avais la maison, les possessions, la validation juridique,
mais dans le processus, j'avais perdu ce qu'il restait de ma famille. Le lendemain, je suis passé à l'action. J'ai appelé chaque membre de la famille individuellement, en leur offrant la possibilité de choisir un objet sentimental, parmi les affaires de grand-mère. Pas les choses de grande valeur, mais quelque chose de significatif pour se souvenir d'elle. Certains ont refusé, encore trop fiers ou trop en colère. Mais, Rachel m'a surprise en demandant le livre de recettes de grand-mère. Elle m'a appris à faire des snickerdoodles une fois, a-t-elle admis. C'est l'un de mes rares bons souvenirs avec elle. Nathan a demandé la vieille boîte de pêche de grand-père, provenant de la maison du lac. Il m'a emmené pêcher quelquefois, quand j'étais tout petit. Avant que tout ne devienne si compliqué. L'oncle Philippe, comme on pouvait s'y attendre, a refusé mon offre, mais la tante Judith a demandé l'une des aquarelles de grand-mère. Un simple paysage du lac, au coucher du soleil. Elle l'a peinte l'été précédant son mariage avec ton grand-père, m'a-t-elle raconté. Je l'ai toujours admiré. Ces petits gestes n'ont pas guéri les profondes blessures qui avaient été infligées, mais c'était un début. La reconnaissance que grand-mère avait été bien plus que sa richesse. Qu'elle avait été une personne qui avait touché chacune de nos vies de différentes manières. Le mois suivant, le tribunal a officiellement clos l'affaire, me confirmant comme l'unique héritière et la propriétaire légale de toutes les propriétés et possessions de grand-mère. La victoire était totale, mais compliquée par le fait que les relations avaient été irrémédiablement endommagées. Alors que je me tenais sur le porche de la maison de grand-mère, ma maison, à regarder le soleil se coucher, je pensais à ce qu'elle ressentirait face à tout ce qui s'était passé. La laideur de la situation, les accusations, l'avidité, mais aussi, le respect final de ses dernières volontés. Tu as bien agi, grand-mère, ai-je chuchoté dans l'air du soir. Tu nous as tous vus clairement, même quand nous étions incapables de nous voir nous-mêmes. 6 mois après la lecture du testament qui a tout changé, j'étais assise dans le jardin de grand-mère Éléanore. Mon jardin, désormais. Je regardais les abeilles bourdonner paresseusement, autour des buissons de lavande qu'elle avait plantés, des années auparavant. La propriété s'était transformée par touches subtiles. J'avais conservé le caractère et la chaleur qu'elle avait cultivés, tout en ajoutant des éléments qui reflétaient ma propre personnalité. De nouvelles étagères dans le bureau, un petit coin de méditation dans la véranda, des carillons éoliens suspendus au plafond du porche. La maison ne semblait plus hantée par les conflits. Elle était redevenue un sanctuaire, tout comme elle l'était lors de mes visites d'enfance. J'avais pris un congé sans solde de mon travail, pour me concentrer sur le règlement de la succession, et déterminer la voie que j'allais suivre. L'héritage m'avait offert des options que je n'aurais jamais imaginé avoir, mais aussi des responsabilités, que j'apprenais encore à gérer. Un après-midi pluvieux, alors que je rangeais le bureau de grand-mère, j'ai découvert une enveloppe qui m'avait mystérieusement échappé lors de mes précédents tris. Elle portait simplement l'inscription, pour Amanda, une fois que tout sera réglé. À l'intérieur, se trouvait une lettre manuscrite, sur le papier à lettres si caractéristiques de grand-mère. Ma très chère Amanda, si tu lis ceci, c'est que la tempête est passée. Connaissant notre famille, c'était probablement un ouragan de catégorie 5, mais j'avais une confiance absolue en ta force, et en ta résilience. Je dois t'expliquer quelque chose, que je ne pouvais pas inclure dans mes documents officiels. Cet héritage n'a jamais eu pour but de punir les autres, même si je suis certaine que c'est ainsi qu'ils l'ont perçu. Il s'agissait de reconnaître le cœur qui bat si fort en toi. Le même cœur que mon Harold avait. Le même cœur que ton père, Robert, avait hérité. L'argent change les gens, Amanda. Je l'ai vu se produire tout au long de ma vie. Il peut faire ressortir l'égoïsme, l'arrogance, et la cruauté. Mais parfois, très rarement, il trouve son chemin vers quelqu'un qui comprend sa véritable utilité, crée une sécurité, qui permet de faire preuve de générosité. Je t'ai choisi non pas parce que tu étais parfaite, ou parce que tu ne m'as jamais déçu. Je t'ai choisi, parce que lorsque tu faisais des erreurs, tu les assumais. Lorsque tu étais en désaccord avec moi, tu le faisais avec respect. Lorsque tu m'aidais, tu le faisais sans jamais attendre de récompense en retour. Les autres prétendront que j'ai été manipulée ou confuse. Mais la vérité est bien plus simple, je voulais que mon héritage soit entre les mains de quelqu'un, qui en honorerait l'esprit, et pas seulement qui en préserverait la valeur financière. Maintenant, voici quelques conseils de l'au-delà. Ne laisse pas cette richesse changer qui tu es. Utilise-la pour devenir plus authentiquement toi-même. Fais ce voyage en Italie dont nous parlions toujours.
Finance ce programme de soins palliatifs pédiatriques que tu rêvais de créer. Garde la maison du lac dans la famille, un jour, tu auras peut-être des enfants qui l'aimeront autant que nous. Et peut-être, quand les blessures auront suffisamment cicatrisé, trouve des moyens d'inclure à nouveau la famille. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le lien est important. Fixe des limites, bien sûr, je n'ai pas été élevé pour me laisser marcher sur les pieds, et toi non plus. Mais, laisse toujours une place pour la croissance personnelle, et pour la réconciliation. Je t'aime, ma chère enfant. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue. Grand-mère Éléanore. Les larmes ruisselaient sur mon visage, alors que je lisais et relisais ces mots. Même maintenant, elle me guidait, m'offrant sa sagesse, et m'accordant la permission de tracer mon propre chemin. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en œuvre ses suggestions. J'ai créé la bourse d'études commémorative Éléanore Miller, à l'école d'infirmière que j'avais fréquentée, spécifiquement destinée aux étudiants intéressés par les soins palliatifs. J'ai entamé les démarches pour créer une fondation, axée sur le soutien aux personnes âgées isolées. Des gens qui, contrairement à grand-mère, n'avaient personne pour les défendre dans leurs dernières années. J'ai fait ce voyage en Italie, visitant le petit village de Toscane où étaient nés les parents de grand-mère. En marchant dans les mêmes rues pavées qu'ils avaient foulées, j'ai ressenti une connexion avec mon histoire, qui transcendait largement nos récents conflits familiaux. Quant à la famille elle-même, la guérison est survenue à travers de petits moments inattendus. La cousine Rachel m'a recontacté la première, me demandant si on pouvait se voir autour d'un café. Elle a apporté des photos de sa petite fille, qu'elle venait d'appeler Éléanore. Je veux qu'elle connaisse les vraies histoires de la famille, a expliqué Rachel d'un ton gêné, et pas seulement les versions polies qu'on raconte lors des galas de charité. Serais-tu d'accord pour partager certains de tes souvenirs avec elle, un jour? Nathan m'a invité à son mariage, même si je soupçonnais sa fiancée d'avoir insisté pour que je vienne. Malgré cela, quand j'y ai assisté, il a mis un point d'honneur à me présenter à tout le monde, comme sa cousine, qui dirige la fondation Éléanore Miller. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était une forme de reconnaissance. La tante Judith est restée distante, mais m'a envoyé une carte de Noël avec un mot bref: ta grand-mère serait fière de ce que tu accomplis avec la fondation. Venant de sa part, c'était pratiquement un rameau d'olivier. L'oncle Philippe n'a jamais changé d'avis. Certaines blessures sont trop profondes, et certains orgueils trop rigides pour se plier. J'ai fait la paix avec cette réalité, tout en laissant la porte ouverte, au cas où il changerait un jour d'avis. La plus grande forme de guérison est venue d'une connexion inattendue. Lors d'un événement de la fondation, j'ai rencontré le neveu de grand-mère, Lucas, le cousin de mon père, qui avait déménagé en Californie des décennies plus tôt. Il avait perdu le contact avec la famille, mais gardait de merveilleux souvenirs de grand-mère, et de mon père. Robert était le meilleur d'entre nous, m'a-t-il dit lors d'un dîner. Il a choisi l'enseignement plutôt que l'argent, et l'essence des choses plutôt que le statut. Éléanore l'adorait, justement parce qu'il vivait de manière authentique. Grâce à Lucas, j'ai découvert une branche de la famille qui n'avait pas été entachée par la bataille de l'héritage. Des cousins issus de Germain, qui ont partagé des histoires et des photographies que je n'avais jamais vues, élargissant ma compréhension de notre histoire familiale, bien au-delà du récit étriqué avec lequel j'avais grandi. Un an après le décès de grand-mère, j'ai organisé un dîner commémoratif à la maison. Je n'ai invité que ceux qui s'étaient véritablement souciés d'elle. Maria, et d'autres soignants, Monsieur Harrison, quelques voisins qui avaient été de vrais amis, Lucas et sa famille, et oui, même Rachel et son bébé Éléanore. Nous avons partagé des histoires, des rires, et quelques larmes, recréant le genre de rassemblement que grand-mère aurait adoré. Alors que tout le monde discutait dans le jardin après le repas, Monsieur Harrison s'est approché de moi, un verre de Kérès, le préféré de grand-mère, à la main. Vous savez, m'a-t-il dit doucement, j'ai géré des centaines de successions au cours de ma carrière, j'ai vu des familles se déchirer, et des relations être détruites pour bien moins que ce qui était en jeu ici. Je ne suis pas sûr que notre famille s'en soit beaucoup mieux tirée, ai-je admis. Il a secoué la tête. Vous vous méprenez. Le miracle n'est pas que certaines relations aient survécu. Le miracle, c'est que vous soyez resté fidèle à vous-même d'un bout à l'autre. Éléanore m'a dit un jour, que sa plus grande réussite n'était ni sa richesse, ni son statut. Mais le fait d'avoir élevé un fils qui valorisait suffisamment l'intégrité, pour la transmettre à sa propre fille. J'ai balayé l'assemblée du regard. Ce n'était pas la famille que je m'attendais à avoir, mais une famille de cœur,
liés par un amour sincère et un profond respect pour grand-mère Éléanore. Sur la cheminée, à l'intérieur, sa photographie veillait sur nous tous. Son léger sourire semblait dire qu'elle savait depuis le début comment tout cela allait se terminer. L'héritage m'avait coûté des relations, mais il m'avait offert quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté de vivre selon mes propres valeurs. Tout comme mon père l'avait fait. Tout comme grand-mère me l'avait appris. Je comprenais maintenant que c'était là son véritable legs. Ni la maison, ni l'argent. Mais, le courage de rester ferme dans ma vérité. Alors que la soirée touchait à sa fin, et que les derniers invités s'éclipsaient doucement, je me suis tenu sur le porche, regardant les lucioles danser dans le crépuscule chaud de l'été. Nous l'avons fait, grand-mère, ai-je chuchoté. Nous avons remis les choses en ordre. Avez-vous déjà eu à trouver votre voie, face aux attentes de votre famille? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits poignants, sur les liens familiaux, les héritages surprenants, et la découverte de sa force intérieure lors des moments les plus difficiles de la vie. Et rappelez-vous, parfois, le plus bel héritage n'est pas fait d'argent ni de possession, mais de sagesse, d'amour, et de résilience, transmis de génération en génération.